Alors, bonjour tout le monde. On va procéder ici à la correction de l'interrogation entre les externalités, le développement durable et le système fédéral belge. J'aurais préféré pouvoir faire cette correction en classe avec vous parce que je pense que c'est important de voir les erreurs qu'on a commises, mais on est quand même un peu pris par le temps et l'enseignement hybride en demi-groupe ne facilite pas les choses. Donc, pour éviter encore de prendre du temps pour ça, je vous envoie donc la vidéo de correction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interroger. Ne restez pas avec des questions en suspens. Alors, première chose ici, on vous demandait de définir externalité. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le cours. C'est une situation économique dans laquelle l'action d'une personne va avoir une influence directe, positive ou négative, sur une autre personne sans que celle-ci n'ait de lien avec ce qui s'est passé. Ensuite, vous aviez donc ce texte à lire et on vous demandait de cocher là où les bonnes réponses. Alors, dans la première question, on vous demande de cocher ce qui représente des externalités négatives. Donc, tout ce qui est souligné, donc il y en avait quand même pas mal, sont des externalités négatives. Qu'est-ce qui n'est pas une externalité négative? Pascal paye 15 € de parking, il n'y a pas d'externalité négative, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'influence. Le professeur se rend à Bruxelles en voiture car il trouve que c'est plus économique. Il n'y a pas d'externalité non plus, c'est un postulat économique. Et le professeur estime que prendre les transports en commun lui coûterait 32 €. Encore une fois, c'est une estimation économique, il n'y a pas donc là d'externalité négative. Par contre, voilà, tous les autres, vous trouvez à chaque fois une action qui va donner lieu à une influence, dans ce cas-ci négative, sur quelqu'un d'autre qui n'a absolument rien à voir avec l'action d'origine. Alors, qui est à l'origine des externalités négatives? Mais Pascal, et uniquement Pascal, qui est donc à l'origine de ces externalités. Qui subit les externalités négatives? Alors, on va avoir les propriétaires des immeubles avec le noircissement des façades, les habitants des deux villes et les autres automobilistes qui font du fait des embouteillages. Alors, on n'a bien sûr pas Pascal parce qu'on n'a pas d'externalité sur soi-même. Et on n'a pas non plus la SNCB ni la STIP du fait qu'ils ne payent pas les transports en commun. C'est aussi quelque chose qui a à voir avec un aspect économique et pas une externalité. Quelles sont les externalités positives? Alors on vous donne 3 solutions, il n'y en a pas, il n'y a pas d'externalité positive ici. Pascal économise 2 € en prenant sa voiture et Q-Park qui gère les parkings utilisés par Pascal encaisse 10 € chaque semaine. Eh bien ça ce sont des postulats économiques, il n'y a pas d'action qui influence positivement la situation, il n'y a pas donc dans la première et la troisième proposition d'externalité positive. On vous demandait ensuite quelles sont les décisions qui pourraient inciter Pascal à réduire donc ces externalités négatives. Alors on a encore une fois ici toute une série de décisions qui pourraient être prises. Qu'est-ce qui ne va pas inciter Pascal à réduire donc les externalités négatives qu'il provoque? D'une part, la deuxième proposition qui est d'attribuer des aides financières aux propriétaires qui rénovent la façade des maisons ou des immeubles, c'est pas en lien évidemment avec Pascal. Et rendre le stationnement gratuit à Bruxelles, ça n'est pas non plus quelque chose qui va inciter Pascal donc à réduire les externalités. Toutes les autres propositions pourraient inciter Pascal à réduire donc ses nuisances. Et enfin, si on imagine que la région Bruxelles-Capitale décide d'instaurer un péage urbain à l'entrée de Bruxelles
et qui réfléchissent au montant du droit de péage. Quelle est ici la bonne proposition? Eh bien, le droit de péage devrait être supérieur à 2 € pour que Pascal renonce au trajet, puisque c'était la différence entre le coût en voiture et en transport en commun. Ensuite, on avait les questions sur le développement durable. C'est un développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs besoins également. J'ai accepté plusieurs choses parce que tout le monde n'a pas donné cette définition qui me semblait la plus juste, mais j'ai accepté d'autres interprétations. Alors, le classement des projets par rapport donc, à leur dimension environnementale, sociale ou économique. Construire des voitures peu polluantes, là on a à voir à l'environnement et à l'économie. Créer des aménagements récréatifs pleine de jeux, supports sportifs respectueux de l'environnement. On a un impact ici environnemental et social également. Créer un écoquartier à loyer modéré, on va avoir une dimension sociale puisqu'on est ici avec des loyers modérés et on parle d'écoquartier, donc une dimension environnementale également. Ne pas utiliser certaines variétés de bois rares, bon, ça c'est uniquement la dimension environnementale, l'environnement, le bois. Développer des transports en commun gratuits dans une commune. On va avoir, donc pour le côté gratuit, on va avoir la dimension économique, mais on a une dimension sociale dans le sens où les transports en commun ont donc cette dimension sociale. On a créé des entreprises privées de recyclage dans un quartier défavorisé. Les 3 dimensions ici sont touchées. On a une dimension sociale puisqu'on est dans un quartier défavorisé. On va avoir une dimension économique puisqu'on parle des entreprises privées, mais entreprises privées de recyclage. Donc on va également avoir ici un impact environnemental. Et enfin, la dernière, c'était de mettre en place des réserves naturelles pour les espèces menacées. Là, on parle clairement d'environnement. On avait la lecture donc de cette pépinière en Gaume. Et ensuite, on vous demandait ici de justifier les relations. Et là, il y en a certains qui ont justifié les dimensions. Alors qu'on demandait bien donc les relations, c'était ce qu'on trouvait à l'intersection des 3 cercles qui figuraient donc dans la synthèse du développement durable. On avait les relations viables, vivables et équitables. Et donc c'était ces 3 paramètres, ces 3 relations qu'il fallait illustrer par un exemple qui se trouve donc dans le texte. Alors, si on prend équitable, c'est-à-dire qui ne laisse personne, eh bien, on a cette pépinière qui emploie 75 travailleurs, dont qui emploie 90 travailleurs, dont 75 présentent un handicap. On a donc une réduction des exclusions. Ensuite, pour illustrer viable, là on a une idée d'avoir donc les conditions nécessaires pour durer, pour se développer. Et donc cette pépinière met en place une série de méthodes comme le tri des déchets, la récupération des eaux usagées, un système d'arrosage. Ce sont tous des procédés qui présentent les conditions pour durer au niveau environnement et au niveau économique. Et enfin, la relation vivable, c'est-à-dire où on peut vivre, où il fait bon vivre, eh bien, il a construit selon le principe de l'éco-construction et il prévoit l'année prochaine également un chauffage au bois, donc qui va sans doute apporter un confort peut-être plus important à son personnel. Le système fédéral belge
Qu'est-ce que la monarchie parlementaire? Elle est basée donc sur deux principes. D'abord, on a une souveraineté nationale, et ça veut dire que c'est le roi qui est le chef de l'État. Et ensuite, on a la séparation des trois pouvoirs de la démocratie, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Donc, il fallait bien qu'on retrouve donc dans la définition les deux principes, la souveraineté et la séparation des pouvoirs. Les questions à choix multiples où il faut souligner la bonne réponse. Le pouvoir législatif, donc au fédéral, il est exercé par le Parlement fédéral, et le Parlement fédéral est composé de la Chambre et du Sénat. Le pouvoir exécutif, encore une fois au niveau fédéral, eh bien, c'est le gouvernement et le roi qui l'exercent. Le Sénat, il a été réformé en 2014, et un des objectifs, c'est que les sénateurs maintenant ne sont plus élus au suffrage universel. Ils vont provenir donc des pouvoirs politiques qui ont été élus, et donc les sénateurs vont provenir des régions et des communautés. Combien y a-t-il de pouvoirs dans notre démocratie en Belgique? Ce sont les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Qui vote les lois? Le Parlement et le roi. Attention, ne pas oublier le roi. Les députés, ils sont élus par la population belge. Donc quand on va voter, on vote également pour pouvoir donc élire les députés. En Belgique, nous avons au niveau fédéral 150 députés, 60 sénateurs et maximum 15 ministres. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau donc, du pays. Et la particularité de la Flandre, c'est que elle a fusionné communauté et région. Elle n'a qu'un seul budget. Elle a fusionné donc les moyens régionaux et communautaires, mais elle a gardé quand même les deux entités qui ont donc des compétences différentes. Elle a juste fusionné au niveau financier. Et enfin, donner donc le niveau de pouvoir responsable, fédéral, régional ou communautaire. Ça, c'est à peu près tel quel dans le cours. Donc, on a les prisons, c'est au niveau fédéral. Tout ce qui concerne la culture, c'est au niveau donc des communautés. Alors, on se rappelle que les communautés, elles vont prendre en compétence tout ce qui touche aux personnes et à l'utilisation de la langue, alors que les régions vont plutôt prendre ce qui touche à l'occupation du territoire. Alors, l'agriculture, on parle justement de territoire, donc il s'agit des régions. Les allocations familiales, ça c'est une petite exception, ça a été régionalisé donc assez récemment, en 2019, début 2020, donc ça c'est devenu régional, c'était fédéral avant. L'armée belge, c'est fédéral, ça touche tout le monde. L'emploi, c'est fédéral, ça touche tout le monde. La sécurité sociale, les soins de santé, c'est fédéral, c'est, je dirais, toujours fédéral. Okay. Il y a pas mal de questions et de problématiques par rapport au financement de la sécurité sociale, mais c'est toujours fédéral. L'enseignement, eh bien là, il s'agit clairement d'utilisation de la langue, et ce sont les communautés. Le transport, c'est régional, territorial, région, et le bien-être animal, c'est également régional. Voilà, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des erreurs, envoyez-moi un message et on voit ça ensemble. Bonne journée, à bientôt, au revoir.